À Gao, le groupe de commandos volontaires vient de mettre la main sur une importante cache d'armes à 100 km de la ville. Ces armes sont désormais sous le contrôle de l'armée malienne. Nous en parlerons dans cette édition. Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue. 8 parlementaires de la commission défense des forces armées de l'Assemblée nationale française sont venus échanger avec les populations sur place. Elles sont imprégnées de l'évolution de la mission de reconquête des zones occupées à Gao. Sur place, la mission a constaté la reprise des activités après avoir fait un tour au marché dans la cité des Askia. Nous retrouvons Daouda Zoumana Traoré. Ces parlementaires n'ont d'autres objectifs que de voir revenir le Mali dans le concert des nations de droit. L'opération Serval de l'armée française, engagée pour cette cause, a fait un grand pas, constatent les parlementaires. Ils ont écouté d'une oreille attentive le gouverneur de Gao, le général de brigade Mamadou Adamandialo. Le chef de l'exécutif régional a fait l'état des lieux. Administration, services techniques, écoles et structures sanitaires opérationnelles depuis plus d'un mois. Qui l'aurait cru après un an d'exaction sur la population. La vie reprend timidement, mais sûrement, dira le gouverneur, avec la collaboration des forces armées françaises, de la MISMA, des femmes du Mali. L'implication des femmes et des jeunes varie à la prise de décision a émerveillé les parlementaires. Le général Diallo a également cité les problèmes dont la rareté de l'électricité, le manque de nourriture, l'absence des structures bancaires, entre autres. Mais déjà, certaines missions ont passé pour faire le point de la situation. Les parlementaires se disent satisfaits du résultat. Nous avons voulu d'abord venir à la rencontre de notre armée, d'abord pour les féliciter du travail qu'ils ont accompli, mais aussi rencontrer la MISMA, ce qu'on vient de faire, les féliciter également, parce que sans la MISMA, cela aura été impossible, et en même temps rencontrer les autorités civiles, et on va pouvoir rendre compte en France de cette opération, de dire que l'État malien est en train de se remettre en marche, que le gouverneur est présent, que le préfet est présent, que les écoles ouvrent, que le commerce redémarre. De passage, les parlementaires français ont salué le courage et la bravoure des forces armées tchadiennes qui ont anéanti les terroristes dans les massifs des Ifokas. Nous restons à Gao où le groupe de commandos volontaires vient de mettre la main sur une importante cache d'armes. C'était au cours d'une patrouille organisée le 23 avril dernier à plus de 100 km de Gao. Ces armes de destruction massive sont désormais sous le contrôle de l'armée malienne. C'est ce que nous dit Drissa Kone. À chaque jour, sa réalité. Après les 20 tonnes d'armes et de munitions saisies par les forces de défense à Gao, c'est le groupe des commandos volontaires qui vient de réaliser un autre exploit. Ce 23 avril, les commandos des forces spéciales, comme on les appelle, sont retournés à Gao les pick-up remplis. Nous étions avec le colonel-major, le com-théâtre en question, donc arrivé dans un coin où on appelle le village de Takoutam. C'est un village tamasek. Nous étions effectivement accompagnés par des camarades Touareg qui maîtrisent vraiment beaucoup la zone, donc de 14h jusqu'à 19h et quelques. Nous nous sommes mis au travail pour creuser et déterrer ces trucs-là. En somme, il s'agit de près d'une centaine de caisses d'obus LRM, des 14,5 bitubes avec alimentation électrique, des PKT, des SKBT chinois, des AK-47, des 12,7 russes et américains, des 14,5 monotubes, 3 machines à garnir et des lance-roquettes russes 82 mm. La liste est longue. La particularité de ce bitube est que non seulement le canon est naturellement jumelé depuis à l'usine, et puis il y a la détente électrique qui permet aussi de tirer avec un générateur. Sécurité, toujours fin de la première formation de renseignement au profit de la garde nationale. Une formation qui a concerné 35 agents et qui devra contribuer à renforcer les capacités des bénéficiaires en termes de renseignement. Plusieurs modules ont été enseignés pendant cette session. Reportage Moussa Fani. Les renseignements jouent un rôle important dans une armée. C'est pourquoi 35 éléments de la garde nationale viennent de bénéficier d'une formation en renseignement. Cette formation s'inscrit dans le cadre des volets audit conseil de la mission de l'Union européenne au Mali. Ces tout nouveaux spécialistes de renseignement devront faire la preuve de leur maîtrise des savoir-faire acquis durant le stage et de l'aide qu'ils seront en mesure d'apporter en termes d'analyse ou d'appui aux opérations. Démonstration qui ne pourra se faire que s'ils sont affectés
dans des postes et dans une chaîne clairement identifiée et dédiée au renseignement. Durant 6 semaines, plusieurs modules ont été dispensés, parmi lesquels comment faire un compte rendu opérationnel, comment préparer les renseignements. Vous venez d'achever votre formation en tant que sous-officier de renseignement, une qualification précieuse qui vous ouvre la voie à de nouvelles responsabilités dans l'exercice de vos fonctions futures. Vous devez faire preuve de beaucoup de rigueur et de capacité de conviction, comme l'ont toujours exigé de vous vos professeurs durant le stage. Au plan du renseignement, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Et cette formation, à mon avis, vient vraiment à point nommé pour renforcer les capacités des différents états-majors, des différents PC qui sont sur le terrain, et pour les aider à analyser davantage l'information et à donner des renseignements fiables aux chefs d'éléments pour pouvoir mener à bien leurs opérations. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise des attestations et le défilé des troupes. On vous le disait hier, la première dame était ce week-end à Kita. Traoré Mintou Doucouré y est allée rendre visite aux enfants du village d'enfants SOS de la localité. L'épouse du président de la République n'est pas venue les mains vides puisqu'elle a apporté aux enfants des vivres d'une valeur de près de 5 millions de francs CFA. Le récit de nos envoyés spéciaux, Ndeye Sissoko et Aruna Diara. L'enfant est certainement la personne la plus vulnérable. Chaque enfant devrait pouvoir grandir entouré de sa mère et de son père. Mais voilà, il arrive que certains soient confrontés dès le plus jeune âge à une rupture avec leur famille suite à des drames. Au Mali, ces enfants sont la plupart du temps recueillis par les villages d'enfants SOS qui leur redonnent le bonheur de grandir. C'est pour se rendre compte de la situation de ces enfants et leur apporter son aide que la première dame s'est rendue ce samedi 27 avril 2013 au village d'enfants SOS de Kita. La structure est en ce moment de crise confrontée à des difficultés avec l'accueil des enfants venus du village Sokoura de Mopti. L'ouverture du village d'enfants SOS, qui comprend de nos jours 15 maisons familiales, accueille 150 enfants en temps normal. Et depuis le déclenchement des hostilités au nord de notre pays, il accueille également 50% des enfants déplacés venus du village d'enfants SOS de Mopti, soit 70 enfants. Aujourd'hui, donc le village SOS de Kitam comprend 220 enfants, 104 filles et 116 garçons âgés entre 2 et 15 ans. Pour rendre le vécu des enfants et de leurs encadreurs plus facile, la première dame leur a remis des vivres d'une valeur de 4 849 000 francs CFA, composés entre autres d'une tonne de haricots, d'une tonne de sucre, de près de 4 tonnes de riz et autant de kilos de maïs, des cartons de spaghettis, de lait ou encore de savon. À cela s'ajoutent des kits scolaires et des moustiquaires. Un geste rendu possible grâce à la générosité des premières dames d'Afrique touchées par le sort des victimes de la guerre. Un geste apprécié par les bénéficiaires. Nous saisissons l'opportunité pour remercier notre chère maman qui, à travers un acte de générosité et de soutien en faveur de nous les enfants SOS, vient de montrer une fois de plus son sens du patriotisme malgré la situation de crise au pays. Maman Mintou Doucouré, que nous avions désormais nommée mère de tous les enfants en situation difficile et ambassadrice de la solidarité. Pour se rendre compte de l'immensité du travail effectué au village, l'épouse du président de la République par intérim, accompagnée de sa délégation, a visité la structure ainsi que l'école SOS Hermann Gmeiner, du nom du fondateur des villages enfants SOS. Elle a pu ainsi voir les logements des enfants, leurs salles de séjour, entre autres. La disponibilité des mamans SOS dans la prise en charge des tout-petits a beaucoup touché Traoré Mintou Doucouré. Je m'engage auprès de ce village. Je suis à leur disposition à tout moment. Comme on le dit, c'est une femme qui met l'enfant au monde, mais l'enfant appartient à toutes les femmes. Nous sommes là, nous devons appuyer celles qui sont en train de s'occuper des enfants. Le travail de ces mères, c'est immense. Élever 1 ou 2 enfants, c'est déjà beaucoup. Mais une dizaine, une quinzaine, vraiment, il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de patience pour le faire.
et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, il en faudra certainement pour permettre aux enfants de s'épanouir et de retrouver les repères habituels de la vie sociale. Le retour des enfants du Vezos Sokura de Mopti est prévu pour fin juin 2013. Et pour le rendre moins difficile, la première dame a promis de leur venir en aide au moment opportun. Au cours de sa visite à Kita, Traoré Mintou Doucouré a eu des rencontres fructueuses avec les notabilités et a transmis le message de paix, de fraternité, de quiétude sociale du président de la République par intérim. La République du Togo a célébré hier son 53e anniversaire. L'événement a été marqué ici par plusieurs activités, notamment une réception à la Maison des Jeunes de Bamako. Occasion pour les responsables du consulat d'exprimer une fois de plus leur attachement à la restauration de la paix au Mali. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents à la cérémonie. Reportage Youssouf Diakité. La célébration de ce 53e anniversaire de la République du Togo a été l'occasion pour le gouvernement togolais, à travers le consulat au Mali, d'exprimer son attachement au respect de l'intégrité territoriale du Mali. La fête est célébrée chaque année le 27 avril, date d'indépendance du pays. L'évidence de la main tendue pour la paix et la sécurité pour tous de son Excellence M. Faure et Sozimna Gnassingbé s'est manifestée surtout sur le plan international par l'envoi du premier contingent africain sur le sol malien. Les diverses réalisations dans tous les secteurs de la vie politique et socio-économique du Togo, tels que le réaménagement du port autonome de Lomé, de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema, la réhabilitation des infrastructures routières pour ne citer que cela, toutes choses qui constituent les créneaux d'une véritable indépendance dont nous pouvons tous nous réjouir aujourd'hui. Non seulement pour le peuple togolais, mais aussi pour les peuples africains. La présence de plusieurs membres du gouvernement malien témoigne de l'exemplarité de la coopération entre le Mali et le Togo. En 4e région, le ministre de l'Agriculture vient de boucler une tournée dans la région avec la visite des réalisations du projet Village du Millénaire à Djoro et à Marakoumassa. Baba Berté a pu mesurer toute la pertinence de ce projet qui a investi plus de 8 milliards de francs CFA dans ces deux communes rurales. Kandesilla. De la pastèque et autres produits maraîchers. Nous sommes dans les périmètres des femmes de Koila Marka et de Koila Bamana dans la commune rurale de Djoro. Le site de 30 hectares qui fait l'objet de la visite du ministre de l'Agriculture est initié par le projet Village du Millénaire pour servir de jardin commercial à 200 femmes de ces deux localités. Ces femmes bénéficient de l'appui technique et financier du projet à travers la clôture de l'espace et l'octroi de matériel et autres semences améliorées. Autre réalisation visitée par le ministre Baba Berté, le centre de santé communautaire de Koila Bamana réalisé à près de 360 millions de francs CFA. Ici, les soins sont totalement gratuits pour les populations. À Communé, le ministre de l'Agriculture a pu apprécier toute la pertinence du projet avec la réalisation d'une adduction d'eau potable sommaire de 100 mètres cubes. Au regard de l'ensemble de ces infrastructures, je pense que c'est une expérience qu'il faut poursuivre et une expérience qu'il faut étendre à d'autres localités. Parce que ça concerne un certain nombre de paramètres qui permettront d'atteindre les objectifs du millénaire. On note cependant que les 5 autres addictions qui devraient être réalisées dans le cadre de ce projet n'ont pas pu voir le jour. Et pour cause, le fonds de garantie de 500 francs par personne payable une seule fois n'a pu être mobilisé. Alors je voudrais lancer un appel à l'endroit des populations qui n'ont pas compris que même dans le cadre d'un projet, il y a un apport des populations. Je voudrais leur dire de revenir et de regarder peut-être, c'est une solution d'avenir. Fort heureusement, la coopérative multifonctionnelle des producteurs de riz de Frakoumassa a su tirer profit de ce projet. Son siège, dont le ministre a procédé à l'inauguration officielle, a coûté 6,5 millions de francs CFA, entièrement financé sur fonds propres.
Écho de nos régions, toujours une mission de la Commission de l'eau, de l'énergie, des industries, des mines, de l'artisanat, du tourisme et des technologies était cette semaine dans les mines de Tabakoto, Loulo, Guntoko et Sadiola. Dans la région d'Ekaï, l'objectif de cette visite était de voir les contributions dans ces mines, évaluer leur impact sur l'environnement, le développement socio-économique des zones minières. Kaï Mahamadi Alioubari. La Commission de l'eau, de l'énergie, des industries, des mines, de l'artisanat et des technologies de l'Assemblée nationale s'est rendue dans les mines de Tabakoto, Loulo, Gungoto, Sadiola et Yatila. Les parlementaires voulaient prendre connaissance de la situation de ces mines, évaluer leurs impacts environnementaux et socio-économiques. Ces mines contribuent beaucoup au développement communautaire dans leur zone d'intervention. À la mine de Tabakoto, le principal problème évoqué concerne le licenciement de 72 travailleurs suite à un mouvement de grève. Dans toutes les zones minières visitées par les parlementaires, les préoccupations évoquées par les populations sont identiques. Elles concernent entre autres l'accès à l'eau potable, la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, le désenclavement. Les populations estiment que les mines n'emploient pas suffisamment les acteurs locaux. Je crois que cela pose le problème de la formation au niveau de l'État, qu'avant de faire toutes ces mines, l'État aurait dû d'abord former les acteurs. Mais malheureusement, au niveau du Mali, il n'y a pas d'école de mine. La mission parlementaire a également visité le site d'orpaillage de Sansamba. Ici, les orpailleurs utilisent des produits chimiques toxiques et déversent des eaux usées dans le fleuve Falémé, ce qui constitue une véritable menace pour l'environnement. Les mines, on en parle encore, la ruée des bras valides vers l'or dans les zones de production agricole. Le phénomène prend des proportions inquiétantes, une vraie menace sur la campagne agricole 2013 dans les zones cotonnières, selon le PDG de la CMDT. Face à cette situation, Abdoulaye Salif Sissoko lance ici un appel aux jeunes pour qu'ils restent dans les champs, car selon lui, l'autosuffisance alimentaire est primordiale. Ces propos sont recueillis par Sidiki Dambélé. Le message fort qu'on peut lancer aujourd'hui, c'est justement d'appeler le monde rural, d'appeler les producteurs justement au respect de toutes les instructions pour la bonne réussite de cette campagne 2012-2013. Je le répète aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises, le prix aux producteurs vient d'être fixé, les intrants sont disponibles, il reste justement que nous nous mobilisons ensemble pour l'atteinte des objectifs de cette campagne. Et juste profiter aussi, attirer l'attention de qui de droit sur une menace importante aujourd'hui que nous sentons dans les zones de production cotonnière. C'est justement toutes ces mines artisanales que nous voyons dans les zones de production agricole du pays de façon générale, mais particulièrement dans les zones cotonnières. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une menace très importante pour l'agriculture de notre pays. Là aussi, je lance un appel au monde rural, aux jeunes ruraux, pour que justement pendant cette période agricole, qu'ils restent au champ, qu'ils restent travailler. Je pense qu'on n'a rien de plus que l'autosuffisance alimentaire de notre pays. C'est après juste ça seulement qu'on peut se dégager pour d'autres activités. Appeler les jeunes aussi, les jeunes à rester dans les parcelles aux côtés des vieux pour justement relever les défis de cette campagne. Le PDG de la CMDT, Abdoulaye Salif Sissoko, est l'invité de l'émission Le Magazine de l'économie et de l'intégration de ce mois sur l'ORTM. En 5e région, la salle de conférence du gouvernorat a abrité jeudi dernier une réunion d'information et de sensibilisation sur le processus électoral de 2013. Une rencontre qui a regroupé les représentants de la société civile, les partis politiques, les préfets et présidents du conseil de cercle. Au cours de la rencontre, il a été également question des missions de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères, Moustapha Doumbia. L'objectif de cette réunion est de faire la restitution de la rencontre d'échange autour du processus électoral tenu à Bamako en début de mois d'avril, d'expliquer la stratégie de remise des cartes NINA et les modes opératoires de l'établissement des listes électorales biométriques. Les préparatifs des élections vont bon train et toutes les tâches conformément au chronogramme qui sont prévus ont été exécutés par les préfets à la date d'aujourd'hui. Nous disposons au niveau de la région de ressources humaines compétentes, expérimentées pour réussir les élections prévues en juillet prochain.
Ils sont représentants des partis politiques et de la société civile, présidents des conseils de cercle et préfets à prendre part à cette rencontre. Une rencontre au cours de laquelle les principales préoccupations évoquées portent sur les questions sécuritaires et la distribution des cartes NINA. Cette rencontre m'a laissé une très bonne impression. Je peux vous assurer que la CENI est confiante et la CENI est pour les élections présidentielles juillet 2013. Et nous travaillons jour et nuit en cela. Le cadre a été mis à profit pour la présentation des missions et attributions de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Il a été aussi procédé à la remise des contributions aux forces armées et de sécurité. Activité politique, le parti Union démocrate indépendant du Mali tient sa première assemblée générale. À l'ordre du jour, la présentation des membres du bureau exécutif composé de 84 membres. Le parti entend contribuer à la consolidation de la démocratie malienne. Adama Koulibaly. Le parti Union des démocrates indépendants UDI Mali est né. Le parti vient de procéder à la tenue de sa première assemblée générale. Un seul point était à l'ordre du jour de cette assemblée. Il s'agit de la présentation des membres du bureau exécutif. Ce bureau est composé de 84 membres et a comme président Ousmane Kone, qui dans un discours rassure les militants du parti UDI. Nous jeunes du Mali, indépendants de toute formation politique, regroupons nos efforts au sein d'un parti inspiré, élaboré et animé par les jeunes qui est dénommé UDI Mali. Ce nouveau parti, loin de simplement allonger la liste des partis politiques, vise l'objectif d'une société émergente et fondée sur des principes démocratiques concordantes avec les aspirations de liberté, d'égalité, de justice et de bien-être. Le président Kone demande aux jeunes d'être optimistes et avoir de la détermination en préservant les valeurs morales. Résultat d'un essai randomisé en grappe dans les écoles de la région de Sikasso, c'est l'intitulé des résultats du projet de recherche sur le paludisme à l'école au Mali. Les résultats ont été restitués à l'Institut national de recherche en santé publique, compte rendu Mamourou Sidibé. Après des études menées dans 80 écoles du cercle de Sikasso, les chercheurs ont mis la journée mondiale de lutte contre le paludisme à profit pour restituer les résultats du projet de recherche sur le paludisme en milieu scolaire. Le choix de l'école pour les chercheurs n'est pas fortuit. Il y a beaucoup de stratégies qui sont en faveur de l'utilisation de l'école, des enfants scolarisés, dans le cadre d'une approche qu'on appelle enfant-enfant. D'abord, le milieu scolaire offre une opportunité, une communauté, les enfants peuvent se communiquer, les enfants peuvent aussi avoir de l'éducation de la santé pour pouvoir transmettre aux autres camarades qui ne sont pas à l'école. Selon l'annuaire statistique, 41,11% des motifs de consultation sont dus au paludisme. Les études ont montré que dans les zones à transmission stable, 20 à 50% des enfants fréquentant l'école souffrent de l'accès palustre chaque année. L'ensemble des 38 écoles qu'on a eu enquêté dans le secteur de Sikasso, au moins, toutes les écoles avaient une prévalence supérieure à 50%. Sinon, les 2/3 de ces écoles-là avaient des taux de prévalence supérieurs à 80%. Et aussi, on a pu constater qu'il y a une forte prévalence de d'anémie dans ces zones-là, jusqu'à plus de 70% de prévalence d'anémie dans ces écoles-là. Les autres chercheurs ont voulu avoir plus d'éclairage sur certains points, notamment la stratégie de traitement du paludisme, la sélection des écoles et les difficultés rencontrées. Santé et assainissement, deux sujets intimement liés, polémique autour de la gestion du dépôt d'ordures de Medinakoura en commune 2. Hier soir, les habitants mécontents ont déversé des tas d'ordures dans la cour du bâtiment administratif de la mairie secondaire de Medinakoura. Qu'est-ce qui a provoqué cet incident? Pour en savoir davantage, notre reporter Mohamed Ould Mamouni s'est rendu sur les lieux. Voici son reportage. La gestion du dépôt d'ordures situé en plein cœur de Medinakoura serait à l'origine de cet incident entre la population et la mairie. Qu'est-ce qui a donc poussé la population à aller déverser des ordures dans la cour de la mairie? Sur après 19h, 20h, on a Nyamagoro, Bangoratu, Mairie. C'est pas loin. Donc, Wotorota, Fari Wotorota,
3 wotoro ɲɔgɔnna wotoro 3 ka na verser mbeli kɔnɔ wa ne yɛrɛ nana lajɛ n y'a ye ça aussi serveur nana ɲama bɔ sɔgɔmada na avant 8 heures kɔni u nana bɛɛ cɛ sɔgɔmada na avant 8 heures u nana cɛ n'o tɛ u kɔni nana ɲama bɔ c'est vrai. Hier soir nous avons assisté quand même à une scène assez triste. Toutes les autorités du quartier ont intervenu. Que, quoi qu'on dise, maintenant ils n'ont pas voulu écouter et quand même ils ont déversé quand même et vraiment ça a créé assez de désagréments même pour la population environnante. Ce bras de fer oppose les habitants de Médina Koura à la mairie de la commune 2 depuis un certain temps. Pour les ordures là, il nous a dit que les ordures qu'ici ils ont pris, même jour ils vont amener. Mais maintenant, les ordures là, c'est débordé. Il y a beaucoup d'odeurs. Il y a des écoles ici, les enfants sont là-bas. Souvent, les fenêtres là, ça n'ouvre jamais. Parce que les odeurs là, ça rentre là-bas. Souvent, les maîtres même, ils font sortir des élèves pour mettre au cours, pour fermer les fenêtres et les portes. Quand les gens passent ici, ils prennent leur nez parce que ça sent mauvais. Je me vois dans l'obligation de dire la vérité et de donner raison à la population de Médine qui ne voulaient pas du tout qu'on construise le dépôt de transit dans leur quartier. En tous les cas, les autorités doivent trouver une solution rapide à ce problème car la population envisage d'entreprendre d'autres actions pour rendre salubre leur environnement. L'église évangélique protestante au Mali a tenu cette semaine la 53e assemblée générale, occasion pour les délégués venus des 15 districts de passer en revue les activités de l'église et de faire une projection. Compte rendu Isaac Tienou. 53e du genre, cette Assemblée nationale se tient à un moment particulier de la vie du Mali. Les participants venus des 15 districts échangeront sur un thème tiré de la Bible. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Cette Assemblée permettra aux différents responsables d'échanger, d'évaluer le parcours et se pencher sur les perspectives. Nous allons écouter les rapports des différents départements de l'Église évangélique protestante. Le président national va donner un rapport. Tous les PV, les procès-verbaux des décisions prises par le Conseil national, tous ces procès-verbaux seront lus devant l'Assemblée. L'Assemblée pose des questions de clarification. Ensuite, on discute ces décisions prises et on se met d'accord sur les décisions clés qui ont été prises par le Conseil national. Et c'est ça qui va aider l'Église à aller de l'avant dans la poursuite de sa mission. Le représentant du ministre des Affaires religieuses et du culte a félicité l'Église pour son rôle dans la société avant d'exhorter à la prière pour le Mali et les élections à venir. En juillet prochain, le Mali est appelé à relever un grand défi qui est l'organisation des élections libres et transparentes. Nos prières pour la bonne tenue sont importantes à contribuer à relever ce grand défi qu'attend le peuple malien. L'Église évangélique protestante au Mali a pour mission l'accomplissement de l'ordre suprême de Jésus, contribuer à lutter contre la dépravation des mœurs et à rehausser le niveau de l'éducation. En troisième région, la salle des banquets du gouvernorat a abrité vendredi dernier la rencontre d'information et de concertation des acteurs au développement du projet d'irrigation de proximité dans la région de Sikasso. L'objectif recherché est de faire la promotion du dit projet qui vise l'augmentation des revenus des producteurs par une agriculture productive et durable. ORTM Sikasso, Fatoumata Diallo. Au cours de cette rencontre d'échange, il s'agissait pour les initiateurs du projet IPROSI, entendez par la irrigation de proximité, de mettre au même niveau d'information les acteurs au développement du dit projet. Cela par rapport aux procédures et objectifs à atteindre. Les échanges qui ont porté entre autres sur la présentation du projet, la mise en œuvre des activités avec comme ambition l'aménagement hydro-agricole de 30 sites sur une superficie de 1500 hectares, donne ainsi le ton des activités du projet IPROSI dans la région de Sikasso. Un projet initié par le ministère de l'Agriculture à travers la Direction nationale du génie rural avec comme partenaire financier la coopération allemande au développement, la KfW, et l'Agence canadienne pour le développement international, ACDI. Il y a 3 projets qui sont en cours d'exécution. Il s'agit du projet d'irrigation de proximité dans le Beledougoui à Banyangara et le projet d'irrigation de proximité dans le delta intérieur du Niger et le projet d'irrigation de proximité dans la région de Sikasso. Et donc ce projet aussi a une durée de 5 ans.
Mais pour le moment, nous sommes dans une phase préliminaire de 2 ans, et dont le financement est de 1,5 milliard. Mais au bout de 7 ans, le financement prévu est de 7 milliards. Les autorités régionales de Sikasso, dont le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso, Moussa Eskone, n'ont d'ailleurs pas tari d'éloges pour ce projet combien salvateur pour la région de Sikasso. Ce vaste programme sous-sectoriel est une émanation de la volonté des plus fortes autorités nationales dont la finalité est la mise en valeur durable d'un important potentiel de terres aménageables afin de répondre aux nombreuses sollicitations formulées par les acteurs à la base en matière de sécurité alimentaire. Alors, bon vent à Iprosi dans la région de Sikasso. L'ambassade de la Chine dans notre pays a organisé ce matin un concours d'expression sur la langue chinoise. L'activité vise à présélectionner des élèves pour représenter le Mali à la phase finale du concours Passerelle vers la langue chinoise qui se tiendra en Chine. Le thème retenu est apprendre le chinois et se faire des amis partout dans le monde. Reportage Cheikh Oumar Sangari. Ali Balo du lycée Askia Mohamed et Salimata Sangaré du lycée de Montclos de Sikasso ont remporté les premières places de ces concours. Ils représenteront le Mali à la phase finale en Chine le mois d'octobre prochain. La Chine entend ainsi promouvoir sa langue et sa culture à travers cette activité annuelle appelée Hanyu Kiao, autrement dit passerelle vers la langue chinoise. Apprendre une langue étrangère, c'est la meilleure façon de relier les peuples, de se communiquer, de se comprendre. Et dans ce cas-là, et surtout on pense que si nos amis, les Africains sont notre vieux ami, dans ce cas-là, si on donne plus d'occasions pour les jeunes Africains d'apprendre la langue chinoise, ça fera bien pour la coopération sino-africaine. L'enseignement de la langue chinoise au Mali ne date pas d'aujourd'hui. La structure pédagogique Conficus au lycée Askia en est une preuve. Au lycée Askia, c'est depuis les années 68, on apprenait le chinois ici. Mais en 2007, depuis 2007, la Chine a construit une salle multifonctionnelle pour l'apprentissage de la langue et de la culture chinoise. En effet, nous avons au moins 152 élèves qui apprennent le chinois. La cérémonie était présidée par l'ambassadeur de la République populaire de la Chine au Mali. Nous sommes en langue, nous y restons. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Bokar Moussa Diarra, est à Dakar, au Sénégal, depuis hier pour la tenue du Conseil des ministres de la Fondation Karanta, une organisation sous-régionale qui s'occupe de l'éducation non formelle, de la promotion des langues en Afrique de l'Ouest. Cette session du Conseil des ministres de la Fondation Karanta porte sur l'examen des projets de recherche, l'alphabétisation et la promotion des langues transfrontalières dans l'espace Karanta. Rappelons que la Fondation regroupe outre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal. Nous arrivons maintenant au grand format de cette édition consacrée aujourd'hui à la canicule difficile à supporter. La solution des jeunes, la ruée vers les plages, devient de plus en plus fréquente. Pendant ce week-end, pendant le week-end, les filles et les garçons de tout âge se retrouvent sur les berges du fleuve Niger pour y passer toute la journée. Et malheureusement, les accidents peuvent survenir à tout moment sur les lieux. Notre reporter Kadiya Toukone est allé voir. Voici son reportage. Mois d'avril à Bamako, le thermomètre n'hésite pas d'afficher plus de 40 degrés. En cette période de forte chaleur, les plages sont prises d'assaut par les jeunes. Les plages de Samaya, Soutuba et Kalabankoro Extension sont envahies tous les week-ends. Des petits groupes par-ci et par-là, filles et garçons, viennent avec tout le matériel nécessaire pour le camping et des provisions pour y passer toute la journée. Ouais, il fait extrêmement chaud en ce moment. On vient se défouler, tu vois. On est nombreux à venir ici. Et on vient surtout pour le plaisir. On a vu qu'on peut venir à la plage pour se diversifier un peu. On vient en groupe et ainsi de suite. Nous prenons ce que nous voulons prendre avec nous. Du thé, du jus, voilà. Et quelque chose à manger, c'est tout. La mauvaise face de cette situation est que la majorité des filles viennent sans l'autorisation des parents. Se détendre et se rafraîchir, certes, mais beaucoup d'accidents, à savoir des noyades, surviennent chaque année à ces endroits. Il a été constaté que c'est vers les mois de mai jusqu'à juillet que nous enregistrons un certain nombre d'accidents dus à la noyade et surtout sur les plages. Au titre de l'année 2013,
Sur la période du 1er janvier au 22 avril, il a été relevé 5 cas de décès à Bamako. La brigade fluviale dispose de plusieurs matériels et joue un rôle très important dans le sauvetage. Notre mission essentielle, c'est de procéder à la surveillance régulière, lutter contre la pollution, l'insalubrité et l'insécurité dans le fleuve et sur les berges. Effectivement, les différentes plages sauvages, entre parenthèses, constituent une affluence massive des jeunes de tout âge désormais. Et nous avons malheureusement constaté des cas de perte en vies humaines. Donc à cet effet, nous avons voulu organiser une mission de patrouille tendant à sensibiliser, à sécuriser les jeunes. Vers le 3e pont, la sécurité là-bas pose un vrai problème parce que la plage est inondée. Nous avons, à vue d'œil, dénombré près de 1500 jeunes de tout âge. Et devant nous-mêmes, malheureusement, il y a 2 qui ont plongé et qui sont restés. Ils se sont noyés, on a tenté de les repêcher. Malheureusement, les corps sont enfouis dans les roches. Nous n'avons pas pu les sauver ce jour-là. Par peur de noyades et autres accidents, certains jeunes n'apprécient pas les sorties à la plage. Pour cela, ils se rendent tout simplement à la piscine dans certains hôtels de la place. À la plage, il n'y a pas de sécurité. Bon, ici, là, il y a de la sécurité. La plage, c'est pas aussi sécurisé que la piscine. Ici, à la piscine, il y a le maître nageur. S'il y a des noyades, par exemple, comme je suis venu avec mes petites soeurs aussi, il peut les surveiller et à ma mère aussi. Contrairement aux plages, ici, la sécurité prime. À la piscine, on est là, on surveille les gens et ceux qui ne savent pas nager aussi dans l'eau, on apprend les gens à nager. Pour le cas spécifique des plages, au cours des 2 dernières années, les statistiques de la protection civile démontrent une augmentation de décès suite aux noyades. À cet effet, elle attire l'attention des élus communaux en liaison avec les services de sécurité et de la protection civile sur la nécessité d'une meilleure organisation des baignades. Effectivement, nous avons été saisis par les services de sécurité par rapport au risque que les jeunes courent le long des plages. Or, il se trouve que pendant cette période de grande chaleur, surtout les week-ends, il y a une affluence assez importante vers les plages. Donc, les maires qui sont les premiers responsables de la sécurité de leurs concitoyens dans les différentes communes ont été interpellés pour appuyer les forces de sécurité, notamment la gendarmerie, la police et la protection civile. Il importe donc de réglementer ce cadre de loisirs qui attire de plus en plus la jeunesse et qui malheureusement en paie le plus lourd tribut. Et comme on le dit, ambiance, mais prudence. C'est bon de se rafraîchir, mais beaucoup de prudence. Sport Championnat National Ligue 1, la 16e journée en retard a été remportée par les 11 créateurs, 2-0 devant le CSK. En l'ouverture de la 22e journée du stade malien a battu le CS Dougounoula 1-0 hier au stade Modibo Keïta. Le résumé des 2 matchs, c'est avec Diara Konaté. Les Blancs de Bamako sont face au CS Dougounoula avec un double objectif. Rester invaincus et mettre la 22e journée à profit dans la perspective des préparations de la manche retour des 8e de finale de la Ligue des champions d'Afrique prévue ce week-end contre les Camerounais de Coton Sport de Garoua. Durant 115 minutes, le CS Dougounoula est arrivé à imposer son style de jeu au stade malien de Bamako. Il laisse toutes les initiatives aux joueurs de Sotiba et est resté en bloc derrière avec un double rideau défensif. Malgré de nombreux assauts des attaquants stade 10 devant les buts Koulkoroua, la pause intervient sur le score de 0 but partout. C'est à la 77e minute que les Blancs de Bamako arrivent finalement à déjouer le dispositif tactique. Le corner tiré par Suleiman Dembélé trouve Moussa Django dans la position idéale qui perfore le bloc Koulkoroua. Un but qui fera du bien aux Blancs de Bamako. Un match difficile face à une équipe qui était bien organisée défensivement et qui nous a posé beaucoup de problèmes. Malgré tout, j'ai bien aimé la façon dont mon équipe a négocié ce match-là. J'ai formé 2 blocs derrière. Quand on a le ballon, on passe par le contre-attaque. On les a tenus jusqu'à la 75e minute. Le football, c'est ça. Il y a eu une erreur défensive, une erreur inattentive. Auparavant, au compte de la 16e journée en retard, le San Salif Keita n'a pas résisté face aux 11 créateurs de Nyarila, battu 2-0. Les centristes avaient très tôt porté des offensives dans le camp adverse.
mais cela sans parvenir à les concrétiser. Les créateurs de Nyarela s'appliquent donc à travers un jeu collectif et offensif pour ouvrir le score avant la pause. But de Amidou Sinayogo à la 30e minute. Les joueurs de Nyarela maîtrisent le jeu jusqu'à la pause. Le Salif Keita tente de réagir en vain. C'est d'ailleurs par cette montée offensive que le CSK se fera découvrir par derrière avec un deuxième but dans les temps additionnels. Cheikh Nawake est l'auteur de ce but libérateur pour les 11 créateurs. 2-0, score final. Les 45 premières minutes, on pouvait marquer au moins 3 à 4 buts. Mais en deuxième mi-temps, on a senti un peu encore la fatigue. Mais on va essayer encore de travailler. On n'a pas été réaliste parce que nous nous sommes créés pas mal d'occasions. Et ils ont été réalistes. Ils ont marqué les occasions qu'ils ont pu avoir. Les 11 créateurs sont bien lancés dans la lutte pour la 4e place derrière les Rouges de Bamako. L'émission Ensemble pour un Mali indivisible, 43e numéro, c'est tout à l'heure après la page PMI Mali. Notre invité est Ahmad Daou Silla, député à l'Assemblée nationale. Parmi les sujets abordés, la présence d'un contingent nigérian à Banamba. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont aidé à sa réalisation. Retrouvez demain, 10h, 13h, Aïssata Ibrahim Maïga pour les éditions du soir. Nyanya Aliou Traoré. Vous pourrez revoir cette édition sur notre site www.ortm.ml. Tous derrière les forces armées de sécurité du Mali et les alliés pour la victoire finale. Bon début de semaine et qu'Allah bénisse le Mali. Au revoir.